Alors, eh bien, je vais demander à Ikra de me rejoindre. Ikra qui est en première mode, c'est ça? Ouais, et qui a d'ailleurs fait son costume. Vous pouvez applaudir. Alors, Ikra, on vous écoute? Bonjour, je m'appelle Ikra. Je suis élève en premier bac pro, métier de la mode, en lycée professionnel Trodomono. Si j'étais une super héroïne, tous les hommes seraient à égalité avec les femmes. Comme vous, ils se battraient pour qu'il n'y ait plus de discrimination parce qu'on est une femme ou qu'on est handicapé, comme ma petite sœur Atika, ou d'une autre couleur de peau. Il faudrait plus de super-héros comme vous. Merci. Plus de super-héros comme vous. Alors, on va accueillir Papa Madoungom. Bonjour. Bonjour. Je crois que ceux qui ont organisé l'événement vous ont informé que quand les hommes parlaient, ils avaient tendance à parler d'eux. Donc je ne vais pas déroger à cette règle. Je vous propose un témoignage. Ensuite, j'aimerais vous raconter l'anecdote qui a suscité le titre de mon intervention. Et enfin, si vous en êtes d'accord, j'ai une requête à vous soumettre. On m'a souvent demandé pourquoi, à 28 ans, alors que j'étais dans un pays qui n'était pas le mien, sans argent, sans réseau particulier, je n'avais même pas fait les grandes écoles qui, comme tout le monde sait, le sésame ultime en France. Pourquoi à cet âge-là, j'avais décidé de créer mon entreprise? En fait, je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un entrepreneur par dépit. Pour moi, l'entrepreneur par dépit, c'est celui qui finalement crée son entreprise parce qu'il faut qu'il crée son emploi. J'étais jeune professionnel dans une entreprise formidable qui s'appelle Econocom, qui était un concentré incroyable de talent, d'enthousiasme, de jeunesse, de générosité. Et dans cette entreprise-là, finalement, je faisais une carrière tout à fait normale, peut-être même normale plus, puisque 2 ans après y être rentré, on me confiait la direction d'une filiale d'une vingtaine de personnes. Et 1 an après, je présentais ma démission parce que j'avais envie de créer mon entreprise. Et en faisant ce geste-là, je me suis quand même posé la question de savoir finalement pourquoi est-ce que je rompais un cycle qui paraissait normal, naturel et plutôt gratifiant pour me lancer dans une entreprise que d'aucuns qualifieraient de risquée. À vrai dire, je pense que le moteur de cette démarche a été mon désir d'avoir une maîtrise de mon destin. D'une certaine manière, la volonté d'avoir le désir de rechercher ma liberté d'action, d'accroître mon degré de liberté. Alors vous me direz, comment est-ce que entreprendre peut aider à accroître sa liberté quand on prend des risques financiers et on peut perdre sa mise, voire plus, qu'on consacre 100% de son énergie à son activité, qu'on prend un risque, en tous les cas une responsabilité énorme vis-à-vis des personnes qu'on convainc de venir travailler avec nous et qu'on dépend pour l'essentiel de nos clients. Je pense pour ma part qu'effectivement, il y a un risque de perdre de l'argent. Effectivement, la responsabilité que l'on prend est énorme. Mais ce risque, cette responsabilité, ces charges sont largement contrebalancées, pour ce qui me concerne en tous les cas, par cette espèce de liberté qu'on a de faire ou de ne pas faire et d'être in fine l'ultime responsable des succès et des échecs. Et
ce sentiment de liberté valait pour moi largement, mais largement, l'ensemble des risques qu'on avait le sentiment que je prenais. Donc finalement, ce désir de liberté était mon carburant, ce qui me permettait d'avancer. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est il faut que vous trouviez votre carburant. Qu'est-ce qui finalement fait que vous pouvez vous lever tous les matins sans jamais dire « je n'ai pas envie ». Moi, ça fait 25 ans que je me lève, que je vais travailler sans avoir le sentiment de travailler, sans avoir, en tous les cas, à aucun moment, l'envie de dire « non, aujourd'hui, je reste au lit, je n'en ai pas envie ». Mais le carburant, si on veut avancer sans s'essouffler, on a besoin également de ce que je pourrais appeler l'élément de cohérence, ce qui nous met en cohérence avec les valeurs auxquelles on croit. Pour ma part, l'idée d'investir de mon temps, de mon énergie sur des choses qui dépassent ma propre personne est sans aucun doute ce qui me permet de garder une cohérence avec mes valeurs profondes. Et c'est dans ce cadre que j'ai un engagement associatif où je passe un peu de temps à essayer de faire en sorte que tout le monde ait sa place dans ce beau pays qu'est la France, qu'on puisse bénéficier de la diversité de notre population pour faire bouger les choses. Et cet engagement-là, je le fais parce que finalement, c'est ce qui me permet de garder une cohérence avec ce que je suis en train de faire. Donc, évidemment, dans le milieu professionnel, on va aussi, de mon point de vue, il est nécessaire d'avoir des actions qui soient en permanence en cohérence avec nos valeurs. Parce que si on ne le fait pas, on s'écroule assez rapidement. J'en viens à mon anecdote. On m'a souvent demandé, est-ce que le fait d'être sénégalais, d'être né au Sénégal, grandi au Sénégal, la culture sénégalaise a-t-elle été un frein à mon épanouissement professionnel en France? Je suis de ceux qui croient que finalement, le fait d'être dans une culture qui n'est pas la nôtre nous permet de prendre de la distance par rapport à la nôtre et de savoir, d'avoir un regard lucide sur ce qui, dans notre culture, peut être une entrave ou un formidable atout à notre développement professionnel, en l'occurrence, là, puisqu'on parle d'entreprise. Il y en a un qui n'est pas content, mais je le comprends. Donc, pour revenir à ma culture, je voulais vous raconter l'anecdote suivante. Un jour, en comité de recrutement, mes collaborateurs me disent « Écoute, on a vu un candidat. » Ah bon, comment il s'appelle? Ils me donnent son nom, je me dis « Tiens, ça doit être un Sénégalais. » Et ils me disent « Sincèrement, il ne me paraît pas fiable. Ses connaissances me paraissent approximatives. Et de toute façon, il ne s'affirme pas assez. » Très bien, je demande à le voir. Je fais un entretien avec ce candidat. Et effectivement, nous ne retenons pas sa candidature, non pas pour les raisons qu'on m'avait annoncées, mais parce que simplement, il était dans des technologies qui n'étaient pas au cœur de notre stratégie. Donc évidemment, le candidat n'était pas. Mais néanmoins, avant de quitter le candidat, je lui ai dit « Est-ce que je peux me permettre de vous donner 3 conseils ?» Quand vous êtes dans un entretien professionnel en France, la modestie ne paye pas. Si vous savez des choses, dites-le, affirmez-le fortement, mais surtout ne le relativisez pas. Ne commencez pas à dire « oui, je l'ai fait, mais dans des contextes un peu particuliers. Oui, je sais le faire, mais dans une situation où, etc. » Première chose. Deuxièmement, dites ce que vous savez faire clairement et regardez
les gens dans les yeux. Parce que ce qui au Sénégal est le comble de la mauvaise éducation, regarder quelqu'un dans les yeux, en France, le fait de ne pas le faire crée le sentiment de méfiance. On se dit, tiens, la personne ne nous regarde pas, elle ne doit pas être franche de collier. Et je pensais à cette anecdote en me disant que de temps en temps, j'ai le sentiment que le même type de malentendu dans l'entreprise est quelque chose que les femmes vivent. Pourquoi un malentendu? Parce que le sentiment que j'ai, moi, quand je fais des recrutements, quand je travaille avec des femmes, c'est qu'elles ont quand même tendance à se dire « je sais le faire, mais… » Oui, je pense que je pourrais le faire. Les hommes ne disent jamais « je peux le faire, mais… » ou « je pourrais le faire ». Ils disent « oui, je sais le faire, d'ailleurs, je l'ai déjà fait. » Et croyez-moi, ça va être un succès. D'ailleurs, j'en suis arrivé dans nos séquences de comité de recrutement à dire à mes collaborateurs, quand les hommes vous disent qu'ils savent 100, dites qu'ils savent 80. Quand les femmes disent qu'ils savent 70, dites qu'elles savent 90. Donc, mais je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais c'est un vrai sentiment. Donc, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui est de dire l'entreprise, si elle n'a pas été faite contre les femmes, elle a été créée par les hommes et en général dirigée par eux. Donc ce sont leurs règles qui prévalent. Donc il faut utiliser ces règles. Il faut affirmer les choses. Ne croyez pas que vos résultats vont faire qu'on va vous proposer. Les hommes ont vite compris que tant qu'on ne demande pas, on n'était pas servi. Donc il faut demander. Il faut s'affirmer. Et il faut dire très clairement ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire. Voilà pour l'anecdote. Si vous avez trouvé 1 minute d'intérêt à ce que je viens de dire, j'aimerais vous soumettre une requête. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire en sorte que vos parents et vos grands-parents n'aient pas peur du monde qui vient? Merci. Merci beaucoup.